Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager quelques réflexions sur un sujet très peu abordé, la discipline émotionnelle. Tout le monde parle de la discipline sportive, mais personne ne parle de la discipline mentale dans les interactions et les relations sociales. Est-ce parce qu'on n'a pas vraiment mis de mots dessus ? Aujourd'hui, je vais identifier avec vous les moments où on peut manquer de discipline émotionnelle, voir comment y remédier et pourquoi il faut absolument qu'on change ça. Alors c'est parti pour un épisode coup de poing, toujours plus. Bon alors la première réflexion c'est pourquoi la discipline est toujours connotée négativement. Un enfant qui n'agit pas dans les règles doit se, entre guillemets, discipliner. Un chien qui te saute dessus, il n'est pas discipliné. Mais la connotation est incorrecte parce que finalement la discipline, quand elle est utilisée correctement, c'est la plus grande forme d'amour-propre. Et on ne doit pas avoir de discipline pour quelque chose qui est pas bon pour nous. Si vous avez envie de manger de la merde, vous n'avez pas besoin d'être discipliné. Par contre, si vous voulez un corps hyper solide et en bonne santé, là, vous allez avoir besoin de discipline. La discipline est construite pour quelque chose qui est bon pour nous. Venez, on développe une relation différente à la discipline. On se dit, je fais ça parce que je m'aime. Et je sais ce que ma vie va être si je prends cette action, si je fais cette action. La discipline, c'est la liberté. Sinon, on est prisonnier de ses habitudes et de ses choix. Première chose, qu'est-ce que c'est ? Quand on a un ressenti ou une émotion, c'est le fait de ne pas agir avec un comportement, c'est simplement choisir le futur versus ce que l'on ressent. C'est ça la discipline émotionnelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est de se dire, ok, est-ce que je serai aligné avec cette réaction demain ou dans 5 ans ? Parce que finalement, parfois, nos réactions à chaud, elles desservent nos intérêts long terme. Exemple, tu storm out en réunion, t'exploses, tu t'emportes, ou bien tu dis des choses que tu ne penses pas quand tu te disputes avec quelqu'un. J'ai jamais compris ça, perso. C'est les gens qui disent « mes mots ont dépassé mes pensées ». Mais comment ? Bref. En tout cas, la discipline émotionnelle, c'est aussi s'aimer assez pour protéger sa future version de soi-même, pour qu'elle n'ait pas à dealer avec des émotions telles que la honte, la culpabilité ou le regret. Souvent, les gens qui s'emportent, et celle-ci vous n'allez certainement pas l'aimer, ce sont des gens qui ne s'aiment pas assez pour protéger leur futur self, c'est-à-dire leur future version d'eux-mêmes, mais aussi des gens qui ne s'aiment pas assez pour cultiver leur paix intérieure. Deuxième point, quand vous savez rester en compagnie d'une émotion inconfortable, et quand vous savez vous réguler, vous pouvez absolument gérer tout ce qui va se présenter à vous dans ce monde. Et c'est un super concept. Vous savez, c'est le fait que chaque anxiété et chaque peur dans le monde, dans notre vie, est basée sur le fait qu'on a peur de l'expérience émotionnelle qui va avec cette chose et pas de la chose en elle-même. Par exemple, on n'a pas peur de parler en public, on a peur, par exemple, de se sentir gêné, honteux, jugé. On n'a pas peur de quitter cette personne. On a peur plutôt de ressentir les émotions qui accompagnent la rupture. Et même, je vais aller plus loin, on n'a pas forcément peur de la mort d'un proche, mais on a peur des émotions qu'on va ressentir et de l'expérience émotionnelle qui va avec la mort d'un proche. Je ne dis pas que quand on arrive à réguler ces émotions, on ne ressent plus rien du tout, et bien au contraire, le but c'est pas de ne plus ressentir d'émotions, c'est simplement faire en sorte que ces émotions, malgré le fait qu'elles soient là, qu'on les acknowledge et qu'elles nous affectent, on construit dans sa tête assez de résilience et de confiance en soi pour se dire qu'on peut tout surmonter. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Vous aurez ainsi ce que très peu ont, c'est-à-dire une compréhension totale et une croyance à 100% que vous pouvez tout surmonter, que vous pouvez tout gérer par vous-même. C'est pareil dans les problèmes d'attachement dans les relations, On ne sait pas gérer l'inconfort de quelqu'un qui répond pas, ou quelqu'un qui veut parler d'un sujet désagréable, ou quelqu'un qui nous critique ou qui nous rejette. On ne veut pas prendre le temps de ressentir et laisser infuser ce truc, donc qu'est-ce qu'on fait ? On le rejette au visage de la personne en face. Pour éviter, on lui dit tiens, vas-y, gère ça, corrige ça, moi je veux pas ressentir ces émotions, donc je te le mets sur le dos. Tu m'as pas répondu, tu me rejettes. Et c'est pour ça qu'on finit par se sentir hyper insécure dans les relations, parce qu'en fait, on donne notre pouvoir à l'autre, on le sort de notre corps, et on ne peut pas se sentir safe sans pouvoir, clairement. Donc pour être plus confiant, il faut du courage, et c'est pas out of nowhere qu'on crée du courage, on le crée en faisant des choses dures et j'y reviendrai plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est d'être en compagnie de ces ressentis inconfortables. Les accepter, les identifier, comprendre pourquoi ils sont là, et pas agir de façon impulsive. Essayer de se réguler, prendre du recul et répondre au lieu de réagir. La discipline émotionnelle, c'est la capacité à ressentir ses émotions
donc sans les laisser contrôler nos comportements. C'est-à-dire faire une pause avant de répondre pour formuler une réponse alignée avec ses valeurs. Et ça rejoint le point précédent, c'est-à-dire répondre et pas réagir, parce qu'une réaction, c'est presque un réflexe. Un truc incontrôlable, incontrôlé, qui arrive comme ça, brut de décoffrage. Et parfois, les gens attendent une réaction. Et quand ils ne méritent pas, si vous voulez mon avis, 100% du temps, ils ne la méritent pas, bref, que vous perturbiez votre paix intérieure pour eux, donnez-leur une réponse à la place. Une réponse, elle est réfléchie, elle est juste avec le bon niveau sonore, avec le bon ton et les bons mots. Une réaction, c'est l'émotion qui s'exprime, et souvent, ceux qui parviennent à contrôler leur réaction sont aussi ceux qu'on respecte le plus parce qu'ils sont peu à pouvoir le faire. Il est très facile de s'énerver, c'est facile de s'énerver, c'est facile de perdre son sang-froid quand on se sent pas respecté ou testé. Par contre, c'est difficile d'ignorer la provocation, de rester calme, de ne pas s'expliquer. Et ce contrôle silencieux-là, ça va complètement twister et changer la façon dont les gens nous voient. Vous n'allez plus avoir à demander, entre guillemets, le respect, vous allez simplement l'imposer de par votre calme et votre présence. Ensuite, petit aparté, j'avais envie de vous en parler, mais je savais pas vraiment comment l'aborder, mais je pense que ça a totalement sa place dans cet épisode. C'est dans le business et dans sa vie pro, il faut essayer, autant que faire se peut, ne pas ramener ce qui se passe dans sa vie pro au bureau et vice versa. Et c'est extrêmement dur, parce que nos émotions sont là. Par exemple, quand on est en plein divorce, c'est difficile de pas le ramener au bureau. Néanmoins, le but étant de ne pas faire payer vos collègues, par exemple, pour ce qui se passe chez vous ou dans votre maison. Vous allez donc essayer de contrôler vos humeurs parce que c'est le meilleur moyen de ne pas ruiner votre vie. Si vous ramenez vos problèmes et vos joies de votre travail à votre maison et vice-versa, au point que ça affecte votre façon d'être, votre humeur, etc., le jour où l'un des deux ne va pas, vous allez nécroser l'autre et vous allez complètement pourrir les deux sphères de votre vie. Si vous avez suivi récemment, j'ai également fait un épisode sur l'intelligence émotionnelle. Mais, attention, gros disclaimer, être émotionnellement intelligent sans être émotionnellement discipliné, c'est de l'immaturité émotionnelle. Il y a beaucoup de gens qui savent parler de leurs émotions, qui ont de l'empathie, et qui ne fuient pas et qui savent s'asseoir avec leurs émotions, mais par contre, quand ils sont déclenchés, challengés ou testés, ils n'arrivent pas à réguler leurs réactions. Ils se défendent, ils projettent au lieu de prendre du recul, essayer de comprendre ce qui se passe. Ils arrivent à identifier les émotions à froid, par contre, sur le moment, ils n'arrivent pas à contrôler les réponses et à contrôler consciemment leur comportement. Ils contrôlent pas sur le moment. Et la régulation émotionnelle, c'est une compétence, c'est quelque chose qui se travaille. 99% des gens ne sont pas nés comme ça, évidemment, ça s'intègre, ça s'ancre dans un système mental. Et je vous le demande, est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui sont émotionnellement intelligents, qui savent parler de leurs émotions, qui savent être empathiques et, par-dessus le marché, qui savent réguler leurs réactions? Personnellement, j'en connais 2. C'est tout. En gros, on parle même pas des 1%. Là, on est dans une espèce de toute petite portion de la population. Venez, on devient ces gens-là. Autre point que mon psy me disait souvent, c'est que personne ne vous fait vous sentir quoi que ce soit. Comme les parents qui disent à leur enfant « tu m'énerves » ou « tu me rends triste, au secours, au secours ». Quel pouvoir on donne aux gens sur notre vie quand on dit ça? Personne ne nous fait nous sentir en colère. Personne ne nous fait nous sentir tendus. On décide comment on a envie de se sentir. Et quand on arrête de blâmer l'autre, on reprend du pouvoir parce qu'on coupe l'herbe sous le pied de l'émotion. Comment on peut faire ça? Je vais vous donner le tuyau qu'il m'avait donné que je trouve très très utile. C'est de se dire, quand on ressent de la colère, de se dire « Ok, je suis responsable ». Alors à ce moment-là, ça paraît un petit peu Bouddha oriented cette histoire, mais laissez-moi vous expliquer. Ça marche vraiment parce qu'en gros, si je schématise, l'inconscient ou le conscient, ou en tout cas le cerveau, ne peut dealer qu'avec une seule pensée à la fois. Donc au lieu de penser « Ah, il ou elle m'agace, ah, il ou elle m'énerve », dites-vous « Je suis responsable, je peux prendre du recul pour répondre ». C'est une pensée et ça calme direct l'agacement qu'on peut ressentir. Par exemple et par ailleurs, si je vous dis de penser à un éléphant rose, à votre dentifrice, à une tête de jasmine sur le corps de Kim Kardashian, à votre dernière facture, à la dernière application que vous avez téléchargée, au dernier conseil que vous avez reçu ou même à la couleur du cheval blanc d'Henri IV, vous n'avez pas pensé à tout ça en même temps. Vous n'avez pas pensé à Jasmine Dachian sur un éléphant rose qui se brosse les dents, etc. Non, on ne pense qu'à une seule chose à la fois. Au même titre qu'on ne peut pas ressentir de l'anxiété et de la gratitude en même temps. Le cerveau ne peut juste pas, c'est trop pour lui. Une chose à la fois. Et comme toujours, on peut contrôler ce à quoi on pense. Pensez à un éléphant rose, même par écran interposé, j'ai pu contrôler vos pensées, alors que vous étiez peut-être en toupie sur une réflexion qu'on vous a faite, ou dans votre liste de courses, ou en train de vérifier votre itinéraire. Donc personne n'a le pouvoir de vous énerver, vous décidez de leur confier votre paix intérieure. Travaillez sur vous. Et oui, je sais, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que quand quelqu'un nous déclenche, le truc le plus facile, c'est de bondir, évidemment. Mais jamais dit que c'était facile. Et puis stop de toujours chercher la facilité à un moment donné. On cherche l'excellence ici, d'accord? Autre point, les personnes qui sont immatures émotionnellement. Il y a beaucoup de monde à qui on n'a jamais appris à dealer avec ses réactions. Et c'est souvent ceux qui se vexent, qui se braquent, qui t'envoient un pavé, qui osent pas parler, donc qui du coup ils te donnent un traitement du silence, ou alors qui font tout par écrit, ou qui bitchent auprès de quelqu'un d'autre.
Ces gens-là, ils sont directs dans la défensive. La maturité, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et personne n'est plus fragile qu'une personne qui te montre qu'elle n'a aucun contrôle de ses émotions, puisque finalement, ça veut dire qu'elle maîtrise même pas son monde intérieur. Donc comment elle pourrait maîtriser quelque chose? Est-ce qu'à cette personne, vous avez envie de lui confier un gros projet au boulot? Ou une promotion? Est-ce qu'on va lui faire confiance devant notre plus gros client de l'agence, par exemple? Ou est-ce qu'on va lui confier nos enfants? Hello, est-ce que vous confiez vos enfants à des gens qui sont détachés de leurs émotions, coupés ou bien qui réagissent au quart de tour? Si oui, il est de bon augure de reconsidérer un peu les gardiens de vos enfants. Bref. Autre point, c'est que contrôler ses pensées, c'est aussi apprendre à ne pas être, entre guillemets, offensable facilement. Sinon, on n'est pas en contrôle de notre cerveau. Et donc, on doit se construire comme quelqu'un qui ne peut pas être offensé, parce que comme ça, vous vous contrôlez vous-même. Si quelqu'un vous dérange en disant ou en faisant quelque chose, et que ça vous dérange, vous êtes son esclave, comme dit Sadhguru. Et moi, je me dis vraiment, maintenant, je prends ça comme un exercice. Quand je suis déclenchée, c'est la meilleure façon, c'est le meilleur moment pour apprendre sur moi. C'est comme un drapeau, les déclencheurs. Dès que quelque chose ou quelqu'un déclenche une émotion désagréable chez vous, prenez-le comme un flag. C'est une chose sur laquelle vous devez travailler. Ça marque un endroit où on n'est pas encore libre. Quand ce que fait ou dit quelque chose ou quelqu'un, un ton qui vous énerve, ou quand on se sent rejeté, pause. C'est un super place to be, parce que c'est une part de nous qui n'a pas forcément été guérie de notre passé. Ça nous montre une partie de notre insécurité. On est déclenché quand on pense que ce que l'autre dit détient une part de vérité. En fait, la personne en face met la lumière sur une de nos insécurités. Quelqu'un vous a montré ce que vous ne vouliez pas voir, ou peut-être où vous n'êtes pas très bon, et ça vous rappelle peut-être comment votre mère vous parlait, ou comment votre père vous considérait, et vous n'avez pas guéri de ça. Si vous avez envie de les gifler, à la place, dites merci. C'est l'univers qui vient, à travers cette personne, vous montrer où vous devez travailler sur vous. C'est mieux que n'importe quelle conférence, n'importe quel livre, n'importe quel podcast, même mieux que mon podcast, mais merci quand même d'écouter. Ça vous montre un endroit où vous n'êtes pas encore libre ou pas encore guéri. On n'est pas faible quand on est déclenché, on est perdu. Quand quelqu'un vous atteint, step back, on prend du recul, on attend que l'émotion redescende, des fois ça dure 8 secondes une émotion, et on regarde ça d'un autre angle et se dire « Ok, qu'est-ce qui m'a énervé, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient ?» Une personne a un ton condescendant, peut-être que ça vous rappelle quelqu'un dans votre passé que vous n'avez pas encore adressé, ou peut-être maybe c'était votre père qui parlait mal à votre mère, j'en sais rien. Donc venez, je vous liste des exemples de moments dans lesquels on peut manquer de discipline émotionnelle. Par exemple, quand on répond du tac au tac en tempête émotionnelle quand quelqu'un fait une remarque raciste, sexiste ou une remarque sur notre job, notre physique. Ou bien ça peut être se laisser bouffer par son stress ou créer des scénarios catastrophes dans sa tête. Ça peut aussi être, si vous êtes anxieux ou anxieuse, si vous vous êtes fait larguer, arrêtez de checker tous les signes, arrêtez de relire 50 000 fois les messages, arrêtez de stalker, arrêtez d'aller voir les réseaux sociaux et avoir la discipline de couper cette addiction. Parce que quand on est amoureux, on est un petit peu accro. Et quand on est accro, on manque de discipline émotionnelle, clairement. Ça peut aussi être le fait de ne pas réagir à chaud. Si par exemple quelqu'un vous fait quelque chose, ça va être le fait de pas envoyer un roman juste parce que vous êtes déclenché. Ça veut dire essayez de voir le futur vous et soyez assez smart à propos de ça. Ça peut aussi être le fait de pas boire comme un trou et d'envoyer des messages quand on est complètement bourré. Parce que le vomi de mots là, après va falloir dealer avec et c'est pas forcément agréable. La discipline, c'est aussi quand notre identité est tellement claire qu'on arrête de négocier avec ses émotions. Et avec la version la plus faible de nous, et franchement, c'est vraiment important. La discipline, c'est pas un combat, c'est un changement. On choisit qui on devient versus qui on avait l'habitude d'être. Notre nous futur nous appelle, il ou elle connaît les étapes, il ou elle vit notre vie qu'on essaie de construire. Donc nos émotions actuelles sont liées à des peurs passées, à une ancienne version de l'histoire, à un ancien système nerveux, et même si certains schémas de l'ancien temps ont l'air safe, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Avoir de la discipline émotionnelle, c'est pas ignorer les émotions, c'est juste calmer la version de soi qui pense que le changement est dangereux, c'est dire à son système nerveux ça va, ok, on est en safe place, tout va bien. Et avoir la discipline, c'est agir d'un point de vue de votre vous futur. Et donc, on se calme, on calme les émotions et on avance petit à petit pour créer de nouveaux signaux, de nouvelles habitudes. Comme ça, le corps suit son but au lieu de ses peurs. Et à ce moment-là, quand on prend des choix avisés avec du recul, on montre à son cerveau que c'est complètement safe et qu'on peut y aller les deux pieds dedans. Autre point, c'est ne plus confondre les émotions avec les faits. Et ça, je pense qu'on aurait dû nous l'apprendre à l'école concrètement. C'est pas parce que vous vous sentez pas respecté que vous ne l'êtes pas. Ça réduit 80% des embrouilles de demander confirmation de la volonté de l'autre. Et most of the time, les gens n'agissent pas pour faire du mal aux autres, ils agissent avant tout pour se faire du bien à soi. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis longtemps, mais n'importe quel criminel, même si on va vraiment dans les extrêmes, n'importe quelle personne jugée mauvaise ne pense pas à faire mal avant tout, mais à se faire du bien, à se soulager ou à satisfaire une pulsion ou un besoin. Quand on comprend ça, on se calme. On se dit qu'en fait la personne elle deal avec ses propres démons et nous on n'a rien à voir là-dedans. On se dit que tout ne tourne pas autour de nous aussi et que les gens pensent d'abord
Et avant tout à eux. Comme les gens qui se vengent d'ailleurs, c'est pour assouvir une émotion désagréable avant même de faire mal à quelqu'un d'autre. Et franchement, on l'a tous déjà fait. Point très important aussi sur cet épisode, c'est que la régulation, ça veut pas dire la suppression. Quand on parle de réguler ses émotions, ça veut pas dire shut down ses émotions, plus rien ressentir. Et c'est vraiment juste ressentir, mais pas laisser l'émotion dicter sa réaction. Et ça veut pas dire être froid, ça veut dire être en contrôle. Ça permet d'éviter les dramas, les trucs qu'on regrette, les choses cassées qui peuvent plus être réparées. Il y a un moment entre l'émotion et l'action, et ce moment-là, croyez-moi, on peut le contrôler. Il y a aussi une partie qui implique d'être discipliné face à nos déceptions. Il y a un problème qui nous a beaucoup causé de tort à tous, c'est le fait qu'on ait besoin que les choses soient comme on a envie qu'elles soient pour rester en paix. Quand tout va bien et quand toutes les étoiles s'alignent et les planètes s'alignent, ça va dans notre vie. Par contre, quand les choses ne vont pas comme on voudrait, alors là on perd sa paix. Et si votre paix intérieure dépend du résultat, c'est pas de la paix mais c'est de la performance. C'est une dépendance au monde extérieur et au fait que le monde extérieur aille dans notre sens. Et ça va avec le fait de penser qu'il faut autre chose pour se sentir bien. Ou par exemple que quelqu'un fasse quelque chose pour que vous soyez heureux. Mais la paix, c'est intérieur. Et quand on arrête d'avoir besoin que la vie aille dans notre sens, on retrouve la paix. Et souvent, on ne souffre pas à cause d'un événement, mais on a besoin surtout que les choses se passent d'une certaine façon. Et quand c'est pas le cas, on résiste et cette résistance crée de la souffrance. On croit qu'on est saoulé parce que Jacqueline nous a pas répondu ou que la relation s'est terminée, mais en fait, on est fâché parce qu'on a inventé une histoire à propos de comment les choses devraient s'être passées et qu'elles ne se sont pas passées comme ça, donc ça a détruit la relation. Et quand on sait pas gérer ces déceptions, généralement les relations se terminent. On blâme les autres alors qu'en fait, c'est une relation parent-enfant. Quand on ne gère pas ces déceptions, on fatigue les autres et les autres partent au final. Le but, c'est pas de se faire marcher dessus, c'est simplement de ne pas s'abandonner, de ne pas s'énerver, de ne pas crier, de contrôler ses mots, de pratiquer la discipline émotionnelle. C'est par exemple dire dans une relation « Ok, là on n'est pas alignés, on n'est pas d'accord sur comment l'amour est exprimé et on a besoin de changement. » Au lieu de dire « T'as fait ça, ça me va pas, etc. etc. » Quand on est fatigué, que les gens nous déçoivent, que les relations se poursuivent, c'est pas parce qu'on est cassé, c'est parce qu'on donne des rôles aux gens pour lesquels ils n'ont jamais été ok. Et après on les blâme quand ils cassent la règle qu'on avait fixée, mais en fait c'était dans notre monde intérieur et c'est pas de la connexion, ça c'est du contrôle. Donc le dernier point que je voulais aborder, c'est comment faire. Comment faire pour être discipliné émotionnellement, parce que c'est bien beau, on a compris pourquoi il fallait le faire et qu'est-ce que ça impliquait de ne pas l'être, maintenant comment faire pour l'être? Eh bien, pour moi, c'est de l'entraînement. C'est pas de la théorie, on est tous mauvais au début, comme pour tout dans la vie finalement. Quand on espère être plus patient, on se réveille pas un jour et on se dit « Ok, c'est bon, je suis plus patient ». Non, on s'entraîne à la patience. Dans le métro par exemple, face à quelqu'un qui est complètement borné, on travaille sur ses réactions. Eh bien c'est pareil avec la discipline émotionnelle. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, au lieu de comme avant réagir au quart de tour, pouf, on se tait, on prend du recul, et on décide surtout de comment est-ce qu'on a envie de réagir. Quand une force extérieure nous affecte émotionnellement, qu'on est déclenché ou qu'on est triste ou drainé, par exemple par les plaintes incessantes de José, on a l'opportunité de pratiquer nos réactions et de réguler comment on a envie d'y répondre et de devenir une personne plus en contrôle. Et pour ça, il y a une règle qui s'appelle la règle des 24 heures. Et en fait, c'est le fait d'attendre simplement 24 heures avant de répondre ou réagir à quelque chose. Parce qu'en fait, le temps de laisser infuser, c'est pour ça aussi qu'on dit la nuit porte conseil, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté sur la future version de nous-mêmes et ce avec quoi on a envie ou on est capable de dealer plus tard ou pas. Et le deuxième point, j'en parlais plus tôt, c'est le fait de faire des choses difficiles. Comme je vous l'ai dit, le courage, ça se construit et la discipline aussi. Donc faites-moi plaisir aujourd'hui, please, faites un truc difficile. Un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire. Aller au sport demain matin, ou aller manger seul au restaurant, ou bien, je sais pas, avoir une conversation difficile que vous évitez depuis tant d'années. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que de l'autre côté, je vous jure qu'il y a la croissance et la confiance en vous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.